Chers amis de la bibliothèque des Riche-Clerc, suivant la formule traditionnelle qu'a utilisée notre regretté Jacques de Decker pendant plus de 20 ans pour accueillir les participants, le public de ces coups de midi des Riche-Clerc, parfois on peut être un peu déçu du fait qu'il n'y ait pas un très grand nombre de personnes qui font le déplacement, mais c'est vrai que ce sont des conditions parfois difficiles pour se libérer aux horaires prévus de midi et demi précise à 13h30. Je vous remercie d'autant plus d'avoir fait le déplacement et d'être là. De toute façon, les enregistrements seront bientôt disponibles sur le site de la Bibliothèque des Riche-Clerc où ils pourront être vus par celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir. Alors, je suis très heureux d'accueillir Emmanuel Dourson, très heureux à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est toujours un bonheur de voir apparaître dans le paysage littéraire une nouvelle venue, un nouvel écrivain, une nouvelle romancière, dans le cas d'Emmanuel Dourson, avec un premier roman. Ça, c'est le premier motif d'être heureux. Le deuxième, c'est de voir qu'une primo-romancière a pu franchir la frontière si difficile à traverser entre la Belgique francophone et la France pour trouver un éditeur. Et le fait qu'Emmanuel Dourson ait pu publier son roman chez Grasset est déjà le signal qui nous est donné que nous avons affaire à un début extrêmement prometteur d'une carrière littéraire. Alors je pense que pour passer l'heure qui nous est donnée, je pense que la première chose, et moi ça a été ma première curiosité, c'est d'essayer d'en savoir davantage sur ce qui conduit une jeune femme à écrire un roman, à le publier, quel est le parcours de ce livre qui a permis qu'il soit sélectionné par les éditeurs et éditrices, dans le cas d'espèce de Grasset, pour faire l'objet d'une première publication. Alors, première chose, Emmanuel Dourson, est-ce que si vous deviez tracer dans votre biographie professionnelle ou personnelle le trajet qui vous a conduit à l'écriture de ce livre, quels sont les éléments saillants que vous retiendriez et que vous voulez bien nous faire partager? Mais je pense que le désir d'écrire était toujours présent. Parlez fort, élevez la voix. Alors ça c'est déjà un défaut, c'est que je ne sais pas parler et que j'ai une voix très faible. Donc, j'ai toujours voulu écrire et j'ai fait mes études dans cette perspective. J'ai fait des études de langue et littérature romane, mais j'ai été longtemps paralysée à l'idée d'écrire de la fiction. Donc j'ai longtemps écrit une forme d'écriture introspective, mais sans oser franchir le pas de la fiction. Je ne sais pas très bien comment j'ai fait pour franchir ce pas. Je pense qu'une rencontre a été très importante pour moi, qui m'a aidée à franchir ce pas. Et comment dire, j'ai dû faire oser m'affranchir de moi-même. Et voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti une très grande liberté. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de vertigineux là-dedans, dans le fait d'écrire de la fiction. Et aussi le fait aussi de ne pas encore avoir écrit, de ne jamais avoir soumis quoi que ce soit à quiconque. Et donc d'écrire dans la liberté de ne pas penser à ce qu'on pourrait penser de ce que... Oui, on va procéder différemment, comme ça vous serez plus décontracté et entrer dans le concret. Oui. Concrètement, vous avez commencé à écrire ce roman et quelle était l'organisation du temps que vous consacriez à l'écriture? Ça, ce sera la première question. Comment se passe une journée d'Emmanuel Dourson qui le matin se lève et se dit maintenant j'attaque cette histoire-là que j'ai envie de raconter? Alors, déjà, en fait, je travaille, donc la journée d'Emmanuel Dourson commence par travailler. Et j'ai commencé au début par m'accorder un jour par semaine pour écrire, donc par prendre des congés pour ça. Et puis petit à petit, j'ai réussi à creuser des petits moments pour écrire le soir, le week-end, pendant mes vacances. Et en fait, comme je réalisais que je prenais vraiment goût à l'écriture de ce roman et que j'avais vraiment envie d'aller au bout de cette écriture,
oui, j'y ai accordé de plus en plus de temps et enfin, c'est du temps que j'ai sacrifié aussi, c'est du temps que je n'ai pas accordé à ma famille et que voilà. Est-ce qu'il y a eu un point de départ, une nouvelle ou une anecdote ou un souvenir ou quelque chose qui a éveillé le besoin d'écrire cette histoire-là sur laquelle on reviendra bien sûr? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un concert auquel j'ai assisté, un concert donné par Anne Fraschiff au Beaux-Arts, qui a joué en bis la sonate opus 111 de Beethoven, dont il est question dans le roman. Et c'est une sonate que j'aime beaucoup et que j'ai toujours voulu jouer, mais que j'ai jamais pu jouer parce que je n'avais pas les capacités techniques pour le faire. Et donc, pour moi, c'était un cadeau de voir jouer cette sonate de façon magnifique. Et c'est de ma frustration aussi de ne pas pouvoir jouer cette sonate qu'est né le personnage d'Alban, qui est une pianiste qui devient une pianiste de renommée célèbre et qui va jouer en concert la sonate opus 111 de Beethoven à la fin du roman. Mais il y a aussi un autre point de départ, c'est une nouvelle que j'ai écrite et que j'aimais bien et à laquelle je voulais donner plus de profondeur. Je l'avais intitulée La robe rouge et c'était l'histoire d'une jeune adolescente qui entrait dans la chambre de ses parents et qui ouvrait la garde-robe de sa mère pour essayer toutes les robes de sa mère qui, elle, était partie vivre une aventure avec un amant passager. Et donc je voulais ajouter des personnages, entourer ce personnage de Katia d'autres personnages et agrandir l'histoire. Et c'est aussi de là qu'est né le roman, donc il est né de plusieurs manières différentes. Cette nouvelle-là a été publiée ou c'était vraiment comme des gammes, quoi, pour revenir à la métaphore du piano. Alors, je fais tout de suite une petite parenthèse. J'imagine que, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont lu déjà, qui ont eu l'occasion de lire le roman. Je vous recommande vraiment, bien sûr, de le lire, mais le dernier chapitre, celui que vient d'évoquer Emmanuel à propos du récital que donne un des personnages, Alban, dans une salle de concert à Barcelone, la manière dont est décrite, la façon dont un interprète ou une interprète dans le cas d'Espèce joue un morceau, en l'occurrence l'opus 111 de Beethoven, est une manière magistrale de raconter ce qui finalement peut être un fantasme pour beaucoup de personnes qui assistent à des concerts, de se dire mais que se passe-t-il à l'intérieur de l'interprète au moment où il joue. Et vous avez remarquablement raconté, vous êtes magistralement mise dans la peau de celle qui joue et qui est sur la scène de ce récital. Oui, mais c'est ça que je trouvais intéressant d'explorer, parce que très souvent, quand on va dans une salle de concert, quand on va assister à un concert, les conversations sont occupées par la salle, par le piano, par le morceau que l'interprète va jouer, mais très rarement par ce que vit l'interprète et par ce que vivent aussi. On reste très pudique sur ce qu'on vit quand on écoute un morceau de musique qui nous émeut. Et voilà. Alors, peut-être une autre manière aussi d'entrer et de vous mettre bien à l'aise pour parler et raconter. Il me semble que en général dans les romans, en particulier dans les romans d'écrivains généreux de cœur, et aussi en particulier dans les romans qui sont les premiers romans, lire les noms qui figurent dans la page des remerciements est très riche d'enseignements. Et alors, dans votre cas, j'ai été sensibilisé au nom des écrivains qui figurent. Et j'aimerais vous demander quel a été leur rapport. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous les mentionniez dans les remerciements? Alors, on va commencer par Myriam Watté-Delmotte. Myriam Watté-Delmotte, c'était la promotrice de mon mémoire en philologie romane. C'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours encouragée, et c'était une des premières lectrices du roman aussi, qui a manifesté un grand enthousiasme et qui m'a guidée pour le choix des éditeurs. Et voilà. Une question en parallèle à cette question concernant Myriam Watté-Delmotte, le fait d'avoir fait des études de littérature et de philologie romane, est-ce que ça peut constituer un handicap lorsqu'on se lance soi-même dans la production d'une œuvre littéraire qui appartient dorénavant à l'ensemble de ce qui s'étudie dans les universités? Oui, pour moi, ça a été un grand handicap. Je pensais que ça allait m'aider, et en fait, c'était vraiment un handicap parce qu'on se sent entouré de grands maîtres
dont on n'espère pas un jour égaler le talent. Et oui. Alors, le deuxième nom sur lequel j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il vous a apporté éventuellement, c'est François Emmanuel. Ah, François Emmanuel, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, vraiment, je trouve que son écriture est magnifique. Et donc, avec Myriam Waité-Delmotte, c'est aussi c'est l'autre premier lecteur du roman. Et je me sentais assez mal à l'aise de lui soumettre mon manuscrit, parce que j'ai tellement d'admiration pour lui que voilà. Et j'ai été vraiment très très émue de sa réaction, de son accueil. Vraiment, je me suis sentie accueillie parmi les écrivains. C'est vrai que quand on vous voit, on se dit, tiens, quel effort ça a dû vous demander de faire la démarche, d'aller à l'état de manuscrit, avec un roman manuscrit, le présenter à un auteur pour lequel vous avez cette admiration-là. Comment vous avez fait pour... J'ai été encouragée par d'autres personnes. Oui. Très bien. Alors le troisième nom que j'aimerais évoquer, mais là c'est peut-être la filiation est peut-être plus évidente, c'est Grégoire Pollet. Je dis filiation parce qu'il y a tous cette partie du roman qui se déroule à Barcelone dans le cas de Si les dieux incendiaient le monde. Est-ce qu'il y a eu là cette affinité-là par rapport à Barcelone avec Grégoire Pollet? Oui, sûrement, parce que j'aime aussi beaucoup ce qu'il écrit. Grégoire, c'est d'abord une connaissance. Mais oui, je suis fascinée par la maîtrise, par sa très grande maîtrise de l'écriture, sa façon d'agencer les personnages, le côté choral de ce qu'il écrit, la polyphonie. Alors une question qui, moi, m'a toujours habité ou préoccupé, c'est existe-t-il une solidarité entre les écrivains, en particulier en communauté française de Belgique, qui fait que des écrivains généreusement prennent en charge, je dirais, la lecture d'un premier manuscrit et prodiguent des conseils? Quel est votre sentiment et votre expérience à cet égard? J'ai découvert que certains étaient très solidaires et bon, d'autres, je n'ai pas reçu. Voilà, oui. mais oui, en fait, j'ai été très émue par cette solidarité, notamment de Grégoire, à qui j'avais demandé s'il pouvait soumettre mon manuscrit chez Gallimard, et qui a tout de suite dit oui, je veux bien le transmettre à qui tu veux, en fait. Alors vous avez dit à la première question que je vous ai posée, je m'étais dit que j'allais réagir à cette réponse-là. Vous avez dit que vous aviez toujours eu envie d'écrire, ce que en général les écrivains disent, mais qu'en plus vous aviez choisi de faire les études que vous avez faites dans cette intention-là, dans ce projet-là. Donc c'est vraiment un projet que vous avez construit dans les choix que vous avez faits à certains moments. Je ne sais pas si j'ai fait ces études dans ce projet-là. J'ai fait ces études peut-être parce que c'était la matière pour laquelle j'étais le plus à l'aise et que je ne pense pas qu'il y ait un projet construit parce que je ne suis pas vraiment capable de construire des projets. Oui, je pense que j'ai aussi une grande chance parce que dans les remerciements, il y a aussi une personne, la toute première personne qui est remerciée, c'est mon mari. Et j'ai la chance de vivre auprès de quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée et qui m'a aussi parfois, qui était très honnête dans ses avis. Ici, je n'avais relevé que dans le monde de l'écriture, ceux que vous remerciez. Oui. Ça ne veut pas dire que vous en remerciez d'autres, notamment d'ailleurs Philippe Van Merbeek, qui est psychologue, psychiatre, psychanalyste. Est-ce que c'est un soutien qu'il vous a apporté, par exemple, dans la construction de personnages ou dans des... Non, pas du tout. Lui, c'est plutôt... Il m'a donné l'impulsion de recommencer à écrire. C'est la rencontre qui m'a permis de donner un tournant radical à ma vie, qui commençait à... Voilà. Très bien, alors on va rester dans la dernière personne que vous remerciez, que j'aimerais que vous évoquiez, parce que c'est une personne qui a été d'une certaine manière fatalement la clé qui ouvre la porte du livre proprement dit, c'est-à-dire de l'existence d'un livre en tant qu'objet édité chez Grasset. C'est Chloé Deschamps qui a été votre éditrice.
Alors, c'est une personne assez étonnante, Chloé Deschamps, je trouve. C'est une personnalité qui a une passion pour le livre et pour la manière, pour son métier d'éditeur, d'éditrice. Donc, je ne la connais pas personnellement, mais j'ai préparé un peu cet entretien. Et en lisant ce que j'ai lu à son propos, et notamment une interview qu'elle avait donnée dans je ne sais plus quel journal, on s'est dit, voilà une personne que l'on a envie de rencontrer lorsqu'on a un manuscrit et qu'on veut le faire publier. Comment a-t-elle travaillé avec vous? C'est une question piège. Ah ben non. Comment elle a travaillé avec moi? Mais en fait, vous voulez dire quand on revoit le manuscrit? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Vous avez envoyé votre manuscrit chez Grasset, et puis un jour, j'imagine que vous avez reçu une lettre, un email, elle m'a téléphoné. Voilà, oui, donc elle m'a téléphoné. Après, donc j'avais envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition et bon, c'était avant les vacances, les grandes vacances. Et enfin, les maisons d'édition étaient restées silencieuses. J'avais reçu quelques lettres refus. Et puis en septembre, Chloé Deschamps m'a téléphoné pour me dire qu'elle trouvait mon manuscrit magnifique et qu'elle avait vraiment envie de méditer. Et 2 jours plus tard, elle m'a rappelé pour me dire oui, qu'elle avait vraiment. Enfin, oui. Et le lundi suivant, elle m'a appelé pour me dire que c'était décidé et qu'elle pouvait me publier. Et donc ça, c'était la partie merveilleuse de l'histoire. Alors après, et qu'est-ce qu'elle vous a dit qu'elle trouvait qui l'a touché dans le manuscrit initial? Après, on parlera de la partie du travail qui a suivi. Si vous vous en souvenez, quels sont les éléments qui, selon elle, dans ce qu'elle vous a dit, l'ont séduite dans votre... Je pense qu'elle aimait beaucoup... D'abord, elle a trouvé une très grande force dans le roman. Je crois qu'elle a été emportée par l'histoire et aussi qu'elle trouvait que le style... elle trouvait que c'était un beau style et qui en même temps n'était pas empoulé, qui était assez fluide et qui permettait au lecteur d'entrer dans l'histoire. Enfin, bon, voilà, mais je n'ai pas vraiment retenu tout ce qu'elle m'a dit. C'est la seule manière que j'ai trouvé de vous encourager à dire du bien de votre propre livre. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous avez travaillé avec elle Oui, donc ce qu'on appelle les editings, donc elle soumet le manuscrit annoté à la main avec toutes sortes de remarques. En fait, ce ne sont que des propositions. Très souvent, il y a des propositions qui m'ont mise en colère. Ah oui. Oui. Et il y en a d'autres que j'ai trouvé pertinentes. Donc j'ai pris ce qui me semblait bon et j'ai laissé ce qui me semblait en partie altérer le texte. Mais en fait, ce qui m'a été surtout demandé, c'est de resserrer le texte. Donc il y a des passages qui ont été coupés et de travailler les transitions pour donner plus de fluidité. Et en fait, je pense que son objectif, c'était vraiment d'atteindre un très grand nombre de lecteurs. Voilà. Ce qu'on vous souhaite, évidemment, et ce que les articles de presse, pour le moment, semblent indiquer comme étant une perspective tout à fait plausible. Dernière question sur l'influence éventuelle et les raisons pour lesquelles vous avez choisi ces auteurs-là. Ce sont des auteurs soit que vous avez placés en épigraphe, comme Philippe Jacotet et Virginia Woolf, soit des auteurs, et dans le cas d'un des personnages du roman, comme Vladimir Nabokov, qui a comme compagnon, ce personnage-là dont on parlera ensuite, a un livre qui le suit, son Nabokov avec lui qui l'accompagne tout le temps. Alors, ces 3 auteurs-là, Philippe Jacotet, Virginia Woolf et Vladimir Nabokov, ce sont des références pour vous, ce sont des balises? Ce sont des auteurs chers à mon cœur. Virginia Woolf, en fait, je pense que Virginia Woolf m'a aussi donné l'impulsion pour oser écrire de la fiction. J'ai vraiment découvert une voie que j'aimais et qui m'a libérée de mes complexes par rapport au fait d'oser écrire de la fiction. Philippe Jacotet, c'est la poésie. C'est un livre que j'ai découvert dans la bibliothèque de mon mari et que voilà. Et Nabokov, c'est aussi une de mes références. Alors Philippe Jacotet est aussi le traducteur de l'Odyssée, dont des extraits figurent
dans votre roman. Et vous avez choisi la traduction de Philippe Jacotet parce que vous avez lu l'Odyssée dans sa traduction, oui. ou parce que c'était le poète auquel vous vouliez rendre hommage? Pour les deux raisons. Pour les deux. Alors, si vous voulez bien, on va entrer dans le roman. Donc, certains dans le public ont eu l'occasion de le lire. Alors, pour ne pas en dévoiler trop et ne pas trop en dire, mais malgré tout pour rendre compréhensible ce dont nous allons parler, est-ce que vous pourriez faire une synthèse de ce que vous voulez que l'on sache de ce livre, ou alors est-ce que c'est limité à la 4e de couverture, mais qui me semble très, très, très réduite. Et puis on entrera dans le détail. Oui, donc en fait, c'est l'histoire d'une famille déchirée, et chaque chapitre raconte un membre de cette famille qui s'est déchiré 15 ans plus tôt, à l'époque où Clélia, la fille aînée, a ravi à sa sœur Alban, son petit ami de l'époque. Et en fait, Alban, depuis lors, a disparu, et elle envoie chaque année une carte postale laconique à Noël à sa famille, mais mis à part ça, personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé et comment elle a pu devenir cette pianiste célèbre, parce qu'ils sont quand même au courant qu'elle est devenue une pianiste de renommée internationale. Et le roman commence le lendemain du jour où Jean a appris que sa fille allait revenir exceptionnellement en Europe pour un concert au Palladio Musica de Barcelone. Et alors, donc, peut-être qu'on peut partir à partir des différents personnages, mais j'aimerais qu'on commence par un des personnages qui, pour moi, est la trouvaille, je dirais, qui, pour moi, fait que ce roman ne ressemble à aucun autre. C'est le personnage de la narratrice. Alors, comme dans la 4e de couverture, on dit c'est une narratrice énigmatique ou je ne sais plus, mais on apprend très vite de qui il s'agit, donc je propose, si vous êtes d'accord, qu'on le dise ici. La narratrice, donc celle qui est le jeu dans ce roman, a cette faculté d'être non seulement une narratrice omnisciente, donc qui a un point de vue omniscient, donc qui sait tout ce qui se passe à tous les endroits du roman, mais elle a cette capacité-là de façon hypertrophiée, puisqu'elle est en réalité le fantôme ou la défunte ou la voix de la femme de Jean, le papa de Clélia et Alban, et c'est elle qui raconte ce qu'elle voit à partir d'un point de vue qui est celui de quelqu'un qui a disparu mais qui sait tout et qui a la préscience de tout. Et ce point de vue-là, me semble-t-il, mais vous allez me confirmer ou m'infirmer cette appréciation, me semble être ce qui a pu être le déclencheur d'une écriture tout à fait originale, d'avoir ce point de vue-là qui est tout à fait inattendu. Oui. Oui, mais c'était assez enthousiasmant de trouver ça de façon un peu inattendue aussi. Et cette idée que cette narratrice allait pénétrer progressivement le texte sans que le lecteur s'en aperçoive tout de suite et que tout d'un coup elle soit là comme une évidence alors qu'on ne s'y attendait pas au début du roman. Et cela donne la capacité à cette narratrice d'une certaine manière de tirer progressivement les différents fils de chacun des personnages et les différents fils qui vont construire à partir il y a 6 chapitres, si je me souviens bien, qui sont chaque fois 6 moments entre le jour où l'on apprend que Alban, donc Alban qui est la fille qui est partie, qui a quitté la famille constituée par son père et sa mère et sa sœur Clélia, qui est partie et qui a disparu pendant 15 ans, avec un passage dans cet exil qui est un passage assez bouleversant où elle devient presque SDF avant d'être adoptée presque par un environnement qui lui permet de devenir une grande musicienne, une musicienne virtuose qui fait des concerts dans le monde entier et qui, par sa notoriété et sa réputation, finit par donner ce fameux concert qui sera la fin de la boucle de ces 6 chapitres, qui est le concert donné à Barcelone. Le fait que ce soit cette narratrice fantôme, une voix d'outre-tombe qui connaît tout, permet
de tirer chacune des psychologies de chacun des personnages, mais aussi de raconter leur passé, ce qui fait qu'ils sont comme ils sont. Et là, c'est une manière qui vous donne une grande liberté. Oui, parce que ça me permettait aussi de justifier le flux de conscience, le fait qu'on était dans la conscience de chaque personnage et qu'on connaissait tout de son histoire, ses pensées les plus intimes. C'était ça aussi que je trouvais intéressant d'explorer, c'était cette part de mystère de chacun qu'on ne révèle pas dans ce qu'on fait dans les activités quotidiennes, mais qu'on dévoile petit à petit à travers autre chose que ça. Et Mona m'a permis de faire ça. C'est vraiment ça, c'est la narratrice âme finalement qui... Alors le personnage de Jean, peut-être qu'on pourrait passer en revue la psychologie et ce qui a conduit chacun des personnages à ce qu'on en lit dans le roman. Le personnage de Jean est très touchant, et c'est le père donc de Clélia et Alban, et en même temps on sent un homme qui n'a pas réussi à créer le contact, je dirais, intime avec son entourage. Ah, vous trouvez? Ah ouais, voilà, mais donc... voilà. Oui, mais peut-être... mais c'est une famille aussi où la pudeur est très prégnante, voilà. Et donc, oui, où effectivement on n'exprime pas tout, même presque rien. Mais il y a quand même ce moment privilégié que Jean partage avec ses filles, avec Clélia et Alban, quand il va aux ruches et qu'il leur apprend comment s'occuper des abeilles. Et de ça, Mona est exclue. Elle n'a pas réussi. Enfin, j'ai l'impression que Mona a été... Mona qui est le nom donc de la mère morte. Le nom qu'on découvre très tard dans le roman. Hein. Ouais. Donc, oui. Mais Jean est très, très blessé par le départ de sa fille. C'est une blessure qui reste vive, même 15 ans plus tard, et qui le hante. Et c'est aussi quelqu'un qui n'ose pas exprimer ses émotions. C'est un vieillard qui est presque grabataire, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de sentir la main de sa fille sur sa joue et qui n'ose pas le dire. C'est aussi au concert l'homme qui pleure et qui a peur qu'on le voit pleurer parce qu'il est ému. C'est à ça que je faisais allusion en disant c'est un homme qui est sur ses réserves en quelque sorte. Et puisqu'on a parlé du concert auquel il assiste, à un moment donné, finalement tout le roman tend à ce qu'à un moment donné il y ait cette rencontre entre Jean et sa fille Alban qui a disparu pendant 15 ans et qui envoie tous les ans une carte postale à Noël. Alors vous dites à un moment donné dans le roman, c'est une carte postale dans laquelle Alban finalement dit « Je ne veux plus vous voir, mais ne m'oubliez pas ». Oui, c'est comme si elle disait ça. Voilà, c'est comme si elle disait ça. C'est comme si elle disait ça. Voilà. Cette carte qui arrive là. Oui. Et d'où est venue cette idée de l'éloigner pendant 15 ans, mais de malgré tout garder ce fil, cette carte postale annuelle qui ne dit rien, mais qui finalement dit beaucoup. Effectivement, je pense qu'elle ne veut pas qu'on oublie. Je pense que c'est... Et c'est compréhensible, je crois, dans une famille, on n'a pas envie d'être oublié par ses proches, même s'il y a cette blessure, même s'il y a cette rupture. Oui, je crois. Alban, c'est aussi... c'est l'absente qui prend toute la place, qui est très présente dans le... Et sans doute, c'est une façon aussi de continuer à prendre toute la place. Alors, quand on est romancière et qu'on invente un personnage, on dit en général qu'on doit bien connaître ce personnage, quitte même à ne pas en dire tout lorsqu'on en parle dans le roman proprement dit. Qu'est-ce qui justifie chez Alban ce passage qui est évoqué de manière moins dense que la partie américaine et la partie de l'apprentissage du succès et de la musique, la partie où elle est SDF et où elle visite, elle va dans les souterrains. Qu'est-ce qui justifie qu'on Oui, dans la psychologie du personnage, qu'est-ce qui a fait chez vous que dans ce personnage-là, il fallait qu'il y ait cette étape-là dans l'exil? C'est aussi une manière d'expliquer comment elle est devenue célèbre, puisqu'elle joue du piano à la gare de Marseille, donc c'est là que quelqu'un découvre son talent.
Mais c'est aussi, enfin, pour moi, Alban, c'est un personnage qui, c'est le membre de la famille qui fait un pas de côté et qui accepte que son destin soit tout à fait différent de ce qu'on a rêvé pour elle et qui donc n'a pas peur d'errer dans des lieux inquiétants auprès d'êtres que la vie a délaissés. Ouais. Enfin, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce personnage, c'est qu'elle est toujours, elle est entre deux lieux et elle est toujours un peu mal à l'aise, elle ne se sent pas vraiment à sa place. Quand elle est dans les réceptions, les cocktails, qu'elle est reçue par les plus grands, elle pense aux sans-abri qu'elle a fréquenté, qu'elle a côtoyé, qu'elle a laissé en fait, et elle se sent mal à l'aise dans sa notoriété. Alors on ne peut pas dévoiler évidemment la fin du roman. Est-ce qu'il y aura ou non des retrouvailles entre Alban qui vient donner ce concert à Barcelone? Mais on peut dire que le père, malgré son handicap, malgré le fait qu'il est blessé à la jambe, il est un peu impotent, je ne me souviens pas de la raison pour laquelle, est-ce que c'est un accident, est-ce qu'il y a eu, on ne le dit pas, on ne dit pas ce qu'il a eu. En tout cas, il est isolé, il est veuf, isolé. Il y a un personnage de femme de ménage qui tourne autour de lui, qui est assez impressionnant aussi, parce qu'on ne sait pas si elle est méchante ou si elle se venge de plein de choses en n'étant pas nécessairement gentille avec celui dont elle a la charge. Ouais. C'est un personnage qui vient d'où, celui-là? Oh, il est apparu parce qu'il fallait... en fait, chaque personnage principal est entouré... il y a un personnage secondaire qui l'accompagne. Et donc, j'ai voulu... il n'y a pas que la grande histoire, il y a aussi toutes ces petites vies minuscules qui gravitent autour des personnages. Et Maria, l'aide ménagère, en fait partie. Et j'ai voulu les faire revenir aussi à la fin pour montrer aussi que ces personnages, que le monde entoure les personnages, ils sont isolés, mais en même temps ils sont inscrits dans le monde et même dans le cosmos, parce qu'il y a un va-et-vient incessant entre ces microcosmes, ces consciences individuelles et le macrocosme, comme on fait un travelling arrière et on observe tout de très loin. Alors le moment où Jean, donc ce monsieur âgé, handicapé par la blessure qu'il a à la jambe, entre le moment où tout d'un coup il décide je veux aller revoir ma fille et profiter de ce concert à Barcelone, c'est un très beau moment parce que finalement il part et puis après coup il appelle à l'aide parce qu'il n'a rien, il n'a pas ses papiers ou je ne sais plus, il n'a pas les éléments de survie dans ce voyage qu'il fait. Et là, c'est un moment très fort dans la psychologie de ce personnage-là, de décider tout d'un coup, je veux voir ma fille, donc qu'importe les obstacles, j'y vais, et après on verra bien ce qu'il advient. Et après, j'appelle la grande sœur Clélia qui s'occupera bien de moi, puisqu'elle l'a toujours fait. La grande sœur Clélia, qui est d'ailleurs celle à cause de laquelle Alban est parti. Donc il y a aussi ce sentiment de culpabilité, puisque Clélia a enlevé en quelque sorte celui qui était le grand amour d'Alban. Oui. Ah, vous enchaînez normalement. Alors, si vous voulez, on va parler d'un autre personnage qui est celui de Clélia, puisqu'Alban, on la situe bien, Jean, le père, on le voit. Alors Clélia, elle est un personnage plus difficile à cerner de manière brève et radicale. Clélia, c'est la mère de famille presque parfaite, mais pas tout à fait, puisque au moment de cette histoire, elle est partie vivre une aventure avec un amant passager. Mais donc elle a 4 filles, c'est la femme qui tente de rétablir un ordre dans le monde qui se délite, puisqu'elle travaille pour le gouvernement éthiopien, donc elle fait régulièrement des voyages en Éthiopie, elle va conseiller le gouvernement éthiopien sur les différentes essences d'arbres qu'ils peuvent planter pour éviter l'érosion des terres. C'est aussi la fille modèle qui s'occupe de son père, qui du vivant de sa mère s'occupait de sa mère comme d'une petite fille dès que sa mère l'appelait à l'aide. Et c'est aussi une femme qui est crâneuse en fait, qui donne l'impression d'être forte, mais qui à un moment a besoin, sent que la corde est rompue et qu'elle a besoin de s'arrêter et de se replier dans la position du fœtus. Et
et qui se demande toujours qui d'elle ou de sa sœur son père préfère en fait. Et c'est aussi une femme très sensuelle et qui, du fait de cette conscience charnelle, enfin de son existence charnelle, se sent fragile et mortelle en même temps. Il y a une obsession qui revient chez elle, c'est ceci est ton corps fait pour la mort. Chaque personnage est hanté par une phrase aussi. Enfin, Alban a dit à sa famille j'irai danser sur Voton quand elle est partie. Jean, c'est les choses insondables et obscures. Ils sont tout le temps obsédés par cette question. Je ne sais plus. Oui, Mona c'est la religieuse qui était son institutrice quand elle était petite, lui avait appris que le péché conduisait à l'enfer et que l'enfer c'était toujours souffrir, jamais sortir, et elle illustrait ça par une pendule arrêtée, dont les aiguilles seraient arrêtées autour de midi et oscilleraient tout le temps de gauche à droite sans jamais avancer, toujours souffrir, jamais sortir. D'où vous est venue l'idée de faire de ce personnage de Mona une personne qui est fascinée par les lacs? Je pense que le premier titre que vous aviez imaginé pour le roman tournait autour de l'image d'un lac ou... Ah ben, je sais des choses que j'essaie de vous faire dire. Mais, oui, en fait, ce premier titre a tiré une partie du texte. Dites-le le titre parce que je l'ai oublié par contre. Ah oui, L'aube juste après les grands lacs. C'est un titre magnifique. Merci. Donc en fait, quand j'ai voulu commencer à écrire de la fiction, j'étais hantée par la question d'un titre parce que je trouve que les titres c'est une fenêtre ouverte sur le livre et que ça permet vraiment d'y entrer. Et donc j'étais admirative d'un titre de Coltès, c'est La nuit juste avant les forêts. Et ce que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est le télescopage de l'espace et du temps. Et j'ai voulu reproduire ce télescopage, et donc j'ai inventé L'aube juste après les grands lacs. Et puis je me suis dit, mais il faut justifier ces lacs d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que Mona est devenue un personnage hanté par les lacs. C'est à partir du titre, de la beauté du titre que vous avez voulu créer. Et donc, une fois que le titre a été modifié, on dira après d'où vient le nouveau titre. C'est un processus tout à fait passionnant parce que dans le fond, c'est le titre qui donne naissance au lac et le lac finit par faire partie intégrante du personnage de Mona. Alors je vais lire d'où vient le titre. Donc le titre du roman, je pense que j'ai oublié de le dire dès le départ, Si les dieux incendiaient le monde. Alors je vais vous lire l'épigraphe de Philippe Jacotet, qui est un extrait, un fragment de son recueil Fragments soulevés par le vent. En cette nuit, en cet instant de cette nuit, je crois que même si les dieux incendiaient le monde, il en résulterait toujours une braise pour refleurir en rose dans l'inconnu. Finalement, c'est votre roman qui est synthétisé en quelques vers Oui, si on veut, je ne sais pas. Mais oui, parce que ce titre évoque justement le fait que les personnages leur destinée est inscrite dans le monde, et que ce monde, c'est un monde qui est gagné par la peur. Il y a l'angoisse liée à la planète en surchauffe, et en même temps que dans ce monde, il reste toujours une braise, et que cette braise, ça peut être le mouvement qui anime les personnages, un mouvement d'espérance. Mona qui espère rassembler les siens, Alban qui joue et qui donne tout en jouant, qui joue sa sonate. Oui. Et puis Jean qui va faire la démarche d'aller voir ce concert et d'aller assister à ce concert et peut-être de voir refleurir une braise qui refleurirait en rose, qui peut être cette démarche-là aussi. C'est pas seulement un personnage, mais simplement l'ensemble de la démarche qui vise à essayer de retrouver sa fille. C'est une très belle histoire d'amour filial ou d'amour paternel à l'égard d'une fille aussi. Oui. Alors l'autre épigraphe que je vais lire, parce que ça permet d'évoquer Virginia Woolf, mais vous aimez aussi Catherine Mansfield. Oui, je ne me trompe pas. Une amie de Virginia. Absolument, oui. Et elle vous a aussi aidé à débloquer ce que... Alors Virginia Woolf, voilà ce que vous avez choisi de faire figurer au début de votre roman. Chacun avait ses propres soucis en tête. Chacun avait en lui son passé enfermé comme les feuilles d'un livre qu'il connaissait par cœur. Et ses amis ne pouvaient lire que le titre, James Spalding ou Charles Budgeon, et les passagers, allant dans la direction opposée, ne pouvaient rien lire du tout, sauf un homme avec une moustache rousse ou un jeune homme en gris fumant la pipe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait
cet extrait-là de Virginia Woolf qui vient de son roman La chambre de Jacob. Mais parce que c'est ce qui se passe dans tout le roman, c'est chacun est enfermé dans ses pensées. Et donc, enfin, je vais revenir je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais le procédé du flux de conscience. Donc, moi, ce qui m'intéressait en écrivant ce roman, c'était d'explorer la part de mystère de chacun. Cette part, enfin, tout ce qui nous traverse et dont on ne parle jamais, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est très beau dans le roman, c'est justement de dire ce qui habite vraiment chacun, de montrer comment chacun négocie avec sa finitude, comment chacun organise son rapport au monde, comment les uns et les autres sont présents ou non dans la pensée des uns et des autres. Oui, c'est aussi ce que Proust dit, qu'on ne connaît les autres qu'en soi. Donc, et l'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et qui, en disant le contraire, ment. C'est à la fois tragique et merveilleux, parce que tout ce qui se passe dans la pensée, c'est... Alors là, on reconnaît l'étudiante ou la diplômée en études de lettres, parce que vous venez de définir, dans le fond, d'une manière scintillante, la fonction de la littérature, la fonction du roman, la fonction de la fiction romanesque. Je te rebondis. Mais vous y reviendrez, parce que je vois que vous revenez après coup sur les questions que je vous pose, et les questions, comme toujours dans cet exercice-ci, n'ont aucune importance. C'est ce que vous dites après la question qui Oui, mais j'aurais des choses à dire sur la littérature. Ah, mais voilà, alors je vous en prie. Non, mais pour moi, plus j'y réfléchis, plus je me dis que la littérature, c'est le moyen de combler, de remplir sans jamais le combler l'espace extensif qu'on porte en soi. Et j'aime bien comparer ça à l'histoire du camion rouge de Françoise Dolto. Elle conseillait aux parents de suggérer à leur garçon qui voit un camion rouge dans une vitrine et qu'il convoite, de ne pas le lui offrir, mais de lui proposer d'expliquer ce qu'il ferait avec ce camion s'il l'avait. Et pour moi, la culture commence là, parce qu'à partir du moment où le désir n'est pas satisfait, on ouvre un espace où peut se déployer l'imaginaire. Et je trouve ça merveilleux. Oui, et c'est comme ça qu'est né le roman aussi, je le disais tout à l'heure, mais de la frustration de ne pas pouvoir jouer cette obéissance de Beethoven est né le personnage d'Alban qui, elle, a pu jouer magnifiquement. Et puis dans ce que vous venez de dire sur Françoise Dolto et le camion, est-ce qu'on pourrait dire que, et est-ce que c'est votre expérience, que la romancière, au moment où elle commence un roman, finalement c'est le roman qui l'entraîne vers une destination qu'elle ne connaît pas nécessairement au départ, et qu'il y a, d'autant plus avec les différents personnages qui s'y trouvent, que vous vous laissez porter parce que l'histoire, au fur et à mesure où vous l'écrivez... Et il y a vraiment des passages qui relèvent de... Enfin, je pense, dans l'écriture, il y a des moments où on écrit, on travaille beaucoup, et puis il y a d'autres passages qui sont donnés, c'est comme quelque chose d'improbable qui apparaît. Et... Oui, je peux peut-être raconter ce sujet. Au plus vous parlez, au plus je suis heureux, moi. Quand j'ai commencé à écrire, donc je vous ai dit que je vivais avec un prof de lettres. Ça, vous n'avez pas dit. Ah non, ben voilà. Vous avez dit que vous étiez mariée avec votre mari, vous avez beaucoup soutenu. Voilà, mais c'est un prof de lettres. Ouais. Et donc quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai vraiment beaucoup sué sur les 5 premières pages. Et puis j'en ai écrit d'autres, et quand j'ai eu quelque chose de plus ou moins consistant, je l'ai soumis au regard du juge, qui m'a dit écoute, les 5 premières pages, c'est vraiment du mauvais Proust, tu peux couper. Mais la suite, c'est vraiment très bien. Et en fait, la suite, c'est le moment où j'ai accepté de lâcher prise, et où j'ai accepté que quelque chose se passe qui ne m'appartenait pas tout à fait. Et donc, je trouve ça assez révélateur du fait que l'écriture nous emmène aussi. Qu'on n'est pas... ça devient intéressant à partir du moment où on n'essaye plus de tout maîtriser. Peut-être que ce qu'on devine de vous, d'être très réservé, très intimidé, je dirais presque par le fait d'écrire et de soumettre votre manuscrit et de considérer d'une certaine manière que c'est votre place d'être écrivain, on peut se dire que le moment du lâcher-prise, ça a dû être un moment extrêmement exaltant, au moment où vous dites, voilà,
je me laisse conduire par ce que j'écris, sans nécessairement le maîtriser. Est-ce que ça, c'était une expérience exaltante? Oui, c'est exaltant, c'est vertigineux, il y a une forme d'ivresse là-dedans. On se dit aussi, on se risque à la frontière entre... En fait, parce qu'il y a toujours une part de soi dans ce qu'on écrit. Je pense que même, c'est quand on croit le moins se livrer qu'on se livre le plus. Et donc, pour moi, écrire, c'est se risquer toujours à la frontière entre l'imaginaire et le réel. Et c'est puiser dans le réel une matière et essayer de lui donner une forme acceptable, mais on ne sait jamais ce qui va venir, en fait. Et c'est un peu comme tirer sur l'extrémité de quelque chose qu'on ne connaît pas et qui se révèle progressivement et qui libère la joie. Parce que, ce qui me faisait peur aussi dans l'idée d'écrire, c'est que j'avais toujours l'impression que le peu que je portais en moi allait tarir une fois que je l'aurais écrit. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. On tire sur un fil et ça continue. Et donc ça, c'est merveilleux, c'est exaltant. Mais c'est jamais donné. C'est-à-dire, j'imagine, enfin, on ne vous connaît pas, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, puisque vous étiez venu il y a 2 jours à la soirée qui s'organisait ici. Je ne vous connais pas, mais je devine beaucoup de résistance par rapport au lâcher-prise que l'on peut deviner à travers l'écriture du roman. Donc j'imagine d'autant plus que le moment où le lâcher-prise a lieu, c'est quelque chose qui permet beaucoup de créativité, qui permet beaucoup de liberté dans la construction des personnages, et qui fait que finalement on en arrive à avoir ces personnages qui sont attachants, qui sont forts, qui sont puissants. Et puis il y a surtout, et je le disais au départ, ce point de vue inouï de la narratrice Mona, qui est un fantôme et qui a dû être un des instruments peut-être inconscients, justement de libérer votre écriture et de vous libérer. Oui, sûrement. Mais là, on est aussi dans le fait d'écrire sans se demander si on sera lu ou ce que les autres vont penser. Et je pense que Mona, c'est vraiment le résultat d'un affranchissement par rapport aux conventions, justement, par rapport à ce qu'on pourrait attendre, une forme de fantaisie. Ouais. On est un peu dans du réalisme magique, hein, ouais, si vous étiez une écrivain latino-américaine, on pourrait très bien imaginer de développer encore davantage cet aspect d'une narratrice qui est vraiment un fantôme, qui aurait une présence comme ça. Quel a été le commentaire ou l'appréciation de votre éditrice Chloé Deschamps sur cet aspect-là, sur Mona? Je pense qu'elle a beaucoup aimé Mona. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles elle a dû aimer le manuscrit, parce qu'elle disait que Mona, en fait, que Mona, en racontant ses proches, les rassemblait. Et je crois que il y a une mise en abîme un peu de la romancière dans un des personnages qui est Mona, avec ce point de vue omniscient. Et alors, un autre aspect, ce sera la dernière question, je sens que vous êtes soulagé. Ma dernière question, c'est, dans le fond, on voit que il y a eu un lâcher-prise dans l'écriture de ce roman. Un des effets, une des caractéristiques de la littérature, c'est aussi que au moment où le lecteur s'empare du livre, à certains moments, il peut raconter une autre histoire que celle que vous avez écrite et se projeter d'une manière différente dans tel personnage est plus attachant que tel autre. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions de lecteurs qui vous ont surpris, qui vous ont dit, tiens, c'est vrai que cet aspect-là du personnage, je n'y avais pas attaché autant d'importance, ou cette dimension-là? Oui, je pense que oui. Je ne pourrais pas donner d'exemple, mais j'ai été plusieurs fois surprise en me disant, ah tiens, c'est comme ça qu'ils voient... Oui, c'est marrant, en fait, cette histoire ne m'appartient plus à partir du moment où elle est lue. On est comme dépossédé de ce qu'on a écrit. On dit que les lecteurs réécrivent le roman qu'ils lisent, en fait, et que non, c'est comme si vous aviez écrit la moitié et que l'autre moitié est écrite par les lecteurs. Les lecteurs et lectrices que je vous souhaite très nombreux et très nombreuses, j'espère que ce livre-là va trouver le public qu'il mérite.
Et je voulais vraiment vous remercier d'avoir bien voulu participer à cet entretien, parce que je sais aussi qu'il est parfois très compliqué pour un auteur ou une autrice ou une romancière. Finalement, on force le romancier à parler de son livre, à parler de son travail. Or, ça n'appartient justement pas à la nature même de l'écrivain qui est d'écrire. Voilà, je vous remercie d'autant plus de vous être livré à cet exercice. Et puis je vous remercie tous à la Bibliothèque des Riches Clercs d'avoir fait le déplacement et d'être venu évoquer ce roman qui vient de sortir, donc est un premier roman dont le titre est « Si les dieux incendiaient le monde », extrait d'un poème, d'un recueil de Philippe Jacotet. Et je vous en recommande la lecture, toutes affaires cessantes. Par ailleurs, le livre figure parmi les candidats au prix Première. Là, c'est un autre vœu que je peux formuler, c'est qu'il soit retenu, il soit bien mis en évidence grâce à cette mise en évidence par le prix Première. Voilà, Emmanuelle Dourson, merci. Voilà, vous pouvez respirer maintenant. Merci à vous.